Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Les titres de cette édition d'information. Le premier convoi des pèlerins guinéens a quitté Conakry ce jeudi pour l'Arabie Saoudite. Ils sont 7000 pèlerins cette année à accomplir le 5e pilier de l'islam. L'ex-président de la FEGIFOOT, supervé au cœur d'un scandale, on parle de plus d'1 milliard de francs guinéens qu'il aurait illégalement soutiré des comptes de la FEGIFOOT. Nous entendrons le chef du département média de la Fédération guinéenne de football sur le sujet. Et puis au Kenya, 4 personnes ont été tuées 2 jours après le vote dans 2 incidents séparés. Ceux-ci ont eu lieu après le rejet de l'opposant Raila Odinga des résultats provisoires de la présidentielle, donnant le sortant Uhuru Kenyatta largement en tête. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Espace TV. Ils sont 7000 pèlerins guinéens à accomplir le Hajj cette année, le 5e pilier de l'islam. Ils étaient 9000 l'année dernière. Le premier convoi a quitté ce jeudi Conakry pour les lieux saints de l'Arabie Saoudite. Un reportage de Mohamed Chérif et de Mohamed Al-Husseini Kamara. Le premier vol vers le lieu saint de l'islam, la Mecque, a quitté Conakry ce jeudi avec à son bord 270 pèlerins. Ces candidats au pèlerinage accompliront les rites du Hajj une fois à la Mecque, à la Kaaba, la maison sacrée de Dieu, et à divers lieux autour de la Mecque. Très émus, quelques-uns se réjouissent et ne cachent pas leur sentiment de satisfaction et d'émotion. Je remercie Dieu de me donner la chance de partir cette année. J'ai des bonnes impressions depuis le début des inscriptions dans la commune jusqu'à l'aéroport de Bessia pour le moment. Grâce à Dieu, grâce à ma mère, grâce à mes responsables, mes chefs qui m'ont désigné et qui m'ont placé confiance pour aller non seulement faire le pèlerinage, mais aussi procéder à la sécurisation des personnes pèlerines et leurs biens. Selon le nouveau secrétaire général des affaires religieuses, c'est une fierté pour lui d'avoir bouclé cette première étape avec succès. Il rappelle que toutes les dispositions sont prises pour l'assistance et l'accompagnement des pèlerins afin de leur assurer un meilleur séjour. Nos représentations diplomatiques et consulaires sont alertées, ils sont à l'air là, à Médine, là pour recevoir nos pèlerins là-bas. Ils vont partir avec tous les encadrements, en commençant des guides, missions médicales, et tous les assistances techniques pour assurer la réussite particulière de ces opérations. A rappeler que le nombre de pèlerins guinéens est de 7000, repartis dans 23 convois, et les opérations se poursuivront jusqu'au 20 août 2017. D'une religion à une autre, les pèlerins de l'église catholique de Guinée ont quitté aussi Conakry ce 10 août pour Jérusalem. Mais bien avant, une messe d'envoi a été organisée en leur faveur à la paroisse Saint-Pierre et Paul de Bonfils. Dans son homélie, Monseigneur Vincent Koulibaly a rappelé le but de cette démarche de foi. Philomène Bangoura et Aboubakar Din Kamara. 84 fidèles prennent part à ce pèlerinage international. Cette démarche de foi va les amener en Terre Sainte sur les pas de Jésus-Christ, en Grèce sur les pas de Saint Paul et enfin en Italie, la cité antique du catholicisme. C'est un moment pour les pèlerins de vivre une intimité profonde avec Dieu à travers la prière, l'adoration et l'opportunité pour chacun d'entre eux de découvrir les mystères de la Sainte Trinité. Le pèlerinage que vous commencez avec cette messe d'envoi est un temps propice pour chercher et rencontrer Dieu. Jésus qui nous transforme. Le thème du pèlerinage de cette année est l'autre, un don de Dieu, tiré du message du pape François lors du carême 2017. C'est un moment de joie et de remerciement à Dieu. Il faut remercier d'abord la conférence épiscopale qui nous porte confiance pour l'organisation des pèlerinages internationaux catholiques.
Remercier également le gouvernement pour son appui financier qui nous permet tout le temps d'organiser les pèlerinages internationaux. La nation guinéenne, sa prospérité, son progrès et l'épanouissement de ses fils et filles restent des préoccupations de chacun des pèlerins. Arrivé là-bas, je vais d'abord remercier le bon Dieu. Je vais prier pour notre pays, la Guinée, et pour tous les dirigeants de ce pays. Je vais prier aussi pour tout le peuple de Guinée, pour qu'il y ait la paix et que les jeunes trouvent du travail. Cette année, les candidats employés du secteur public ont déboursé 27 500 francs guinéens et 30 millions pour ceux du secteur privé. Le pèlerinage s'étend du 11 au 31 août 2017. Et sur un autre plan, les programmes de réforme du secteur de sécurité se poursuivent. Les membres du comité de pilotage mettent planche sur une stratégie de communication du secteur. Une initiative selon les organisateurs de la rencontre qui vise à renforcer les fondements de l'État. Reportage de Gibrilba et de Aniuba. Après la phase technique, les membres du comité de pilotage s'attaquent à l'opérationnalisation d'un plan stratégique pour fédérer les acteurs impliqués pour la réforme du secteur de sécurité. Chemin faisant, les réflexions doivent être mûries durant cette journée pour aboutir à l'élaboration d'un support qui sert de référence. La réforme, elle est nationale, elle est participative, elle est inclusive. La finalité de la réforme, c'est de doter la Guinée d'une architecture sécuritaire adapté à l'évolution de la société guinéenne. La réforme du secteur de sécurité a débuté il y a de cela 6 ans. Le comité de pilotage a enregistré des avancées selon le ministre conseiller sur les questions de sécurité à la présidence, mais de tels efforts doivent faire face à d'autres défis. Il y a déjà 3 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui parlent du caractère singulier de la réforme en Guinée et n'est-ce pas, aujourd'hui pris comme modèle en Afrique et dans le reste du monde. Le besoin d'une gestion efficace des documents via la communication s'est imposé aux acteurs de la réforme du secteur de sécurité. C'est pourquoi l'Union européenne ne veut pas que cette nouvelle impulsion soit prise à la légère. Le besoin, on l'avait ressenti depuis longtemps. Le tout, c'était de s'organiser, de savoir qui faisait quoi. Et donc, après des différentes communications, on a décidé de prendre en compte un petit peu au niveau de l'Union européenne, de prendre un peu en compte cette problématique. La politique de réforme du secteur de sécurité a été l'une des priorités du chef de l'État dès son arrivée au pouvoir. Cette volonté relève du constat d'un passé douloureux du pays et de la nature des relations qui existent entre un corps habillé et un citoyen ordinaire. Après la libre circulation des personnes et leurs biens dans l'espace CEDEAO, les télécommunications entrent dans la danse. Le free roaming en Afrique de l'Ouest, lancé en mars dernier, les acteurs se retrouvent pour une évaluation à mi-parcours. Quelle est l'importance de ce service de télécommunication? Élément de réponse dans ce compte-rendu de Mamadou Kalisso et de Yacouba Traoré. 4 mois après le lancement du free roaming dans la sous-région ouest-africaine, les acteurs impliqués se retrouvent pour évoquer des acquis, des difficultés rencontrées. Mais également pour que nous puissions poser le next step, c'est-à-dire les deuxièmes jalons qui nous permettra de vérifier est-ce que les coûts qui sont appliqués sont conformes, mais également est-ce que les opérateurs ont tous suivi les directives et les dispositions contenues dans les protocoles que nous avons signés entre opérateurs. Selon le responsable de l'ARPT, si cette opération réussissait, les consommateurs en tireront de nombreux avantages. Nous voyons que, je te prends l'exemple avec le Sénégal, c'est une réduction de 60-70% sur l'émission et près de 100% sur la réception parce que vous avez 300 minutes gratuites, à peu près 5 heures de temps lorsque vous voyagez dans ces 5 pays. L'autre avantage, c'est que ça vous réduit la tracasserie, c'est-à-dire que vous arrivez à l'aéroport, vous traversez les frontières, vous n'avez plus besoin de payer de carte SIM. Pas seulement, l'État et les opérateurs de téléphonie impliqués engrangeront des fonds importants. Il n'y a pas eu baisse de revenus, par contre ça a explosé le trafic. Et si le trafic augmente, ça veut dire que les revenus vont augmenter. Les revenus augmentent, ça, tout le monde, ça parfait aux opérateurs et à l'État et aux consommateurs qui voient que lui, sa facture de téléphonie sur le roaming diminue. Pour le moment, seulement 5 pays de la sous-région sont concernés par cette libre circulation des télécommunications, dont la Guinée et le Sénégal.
Des dispositions seront prises, selon les acteurs, pour attirer les autres pays membres. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, Super V, ancien président de la FEGIFOOT, accusé de détournement. On parle de plus d'1 milliard de francs guinéens. Salif Camara, Super V, aurait dit avoir déboursé de sa poche un tel montant qu'il a ensuite réclamé pour la candidature de la Guinée à la CAN 2021. Faux rétorque Amadou Djoulde Diallo. La candidature de la Guinée aurait été financée par une société de téléphonie de la place. Alseni Bari et Aboubakar Din Camara. Cette affaire remonte en 2014. Lorsque la Guinée tente une candidature pour la CAN 2021, la FEGIFOOT adresse des correspondances aux sociétés et entreprises de la place pour une campagne. La société de téléphonie MTN réagit avec une enveloppe de 834 800 €. Selon le chef des départements médias de la FEGIFOOT, Super V, le président de l'époque, a biaisé toutes les procédures. Consultation d'un cabinet français sans l'aval du comité exécutif, exclusion des cabinets guinéens. Cette somme ne sera pas marquée dans les livres comptables de la fédération. 13 juin dernier, Super V, désormais ex-président, réclame au trésor public plus d'1 milliard de francs guinéens comme remboursement de l'argent qu'il aurait lui-même déboursé pour cette candidature. Une autre règle est violée, estime Amadou Djoulde Diallo. Nulle part vous ne retrouverez la trace de cet argent dans les livres comptables de la fédération. Nulle part le ministère des Sports n'a engagé une dépense de remboursement en faveur de Salifou Camara Super V au budget. C'est donc Salifou a bénéficié de complicités au niveau de la présidence de la République qui aurait ordonné justement au ministère du budget de le rembourser 201 milliards 240 millions qui en fait n'ont jamais été dépensés par lui. La Guinée a finalement obtenu l'organisation de la CAN 2023. Seul problème, des voix s'élèvent à l'international pour émettre des doutes sur l'incapacité de la Guinée à organiser la compétition. Si aujourd'hui nous décidons, il y a une volonté politique, les hôtels dont vous parlez, on peut les faire. Les infrastructures, on peut les réaliser. Les stades, nous pouvons les réaliser. C'est aussi facile que ça. C'est une question de volonté politique. Des confrères ont tenté de rencontrer Super V. En vain. Pour le moment, il reste injoignable. Quand traditionnalisme et modernité se retrouvent en danse, le cocktail savourant s'appelle Namouni Faré, un vocable soussou qui signifie danse traditionnelle. Cette originalité de terroir relance la promotion des danses coutumières. Nombreux sont les jeunes gens qui s'y adonnent entre école et la danse. Les regards sur ces groupes de danse qui foisonnent sont différents, mais les pratiquants restent nombreux. Mohamed Souma et Ibrahima Sori Kamara vous font découvrir le monde de ces danseurs dans ce élément de reportage. D'abord, des problèmes avec le poste radio qui bug à plusieurs reprises. La musique commence à jouer et les danseurs se laissent emporter par le rythme, sous les directives d'un membre qui suggère quelques pas de danse pour améliorer la chorégraphie. Assimilés, les nouveaux pas sont exécutés dans l'ensemble, sous le regard de l'assistance déjà séduite. L'originalité de cette danse tient à son inspiration. La danse qui est inspirée de la danse Namouni Faré. C'est la danse traditionnelle. Comment on crée les nouveaux pas, c'est à travers de Tumboussé, Mané, Dundumba, est-ce que vous voyez Tignalé, ainsi de suite. Passionné, l'ambition des jeunes danseurs est grande, l'activité est coordonnée à l'école, les études sont prioritaires. Je me sens bien quand même parce que mes parents ne m'empêchent pas de danser ni rien. Quand je quitte à la danse, je pars à l'école. Ou bien quand je quitte à l'école, le soir je pars à la répète. Après quand je reviens, je prends mon cahier. Donc moi j'encourage mes amis de danser quoi, parce que moi je danse pour être professionnel quoi. Des groupes de ce genre, il en existe beaucoup. Sollicité très souvent, celui-ci est géré par un membre à l'origine de sa création. À travers ces invitations, quand on participe à des shows de la rue et à des compétitions comme les baïtoles, on gagne de l'argent là-bas. C'est à travers l'argent là qu'on peut s'acheter des choses, par exemple des accourtements, des chaussures. Et des fois, à travers ces contributions-là, qu'on peut participer à certaines choses si l'un de nos amis est malade.
Mélange de tradition et modernité, le concept s'est répandu. Toutes les stars du pays s'y exercent, les artistes comme les footballeurs. Journée de lancement officielle ce mercredi des Olympiades régionales de Bokeh. Pour cette cérémonie d'ouverture, une délégation de Vivo Énergie, sponsor de l'événement, venue de Conakry, a donné le ton et les bien fondés de cette édition qui vise à renforcer le niveau du système éducatif guinéen. Abdourahmane Ba et Salifou Lifosissé. Des séries de questions-réponses sur notamment la culture générale pour les participants à cette deuxième édition des Olympiades régionales de Bokeh. Pour ce premier jour de la compétition, toutes les équipes vont se confronter une à une pour espérer franchir la première manche. Mais avant de lancer les hostilités, l'association des ressortissants et sympathisants de Fria a réitéré son engagement à contribuer pour le développement de l'éducation guinéenne. Raison pour laquelle nous les avons organisées au cycle primaire afin qu'elles soient tremplin pour les élèves et qu'elles les inculquent des valeurs de courage et de persévérance dans le travail. Nous sommes sûrs de faire pencher la balance vers le bien-être et l'éducation de nos enfants. Depuis son implantation en Guinée, Vivo Énergie s'investit dans plusieurs domaines, notamment l'humanitaire et l'éducation. Aujourd'hui, l'entreprise accompagne cette association dans l'organisation de cette compétition, mais aussi dans certains domaines. Après cette deuxième édition, elle ambitionne travailler sur de grands projets. Ce que nous comptons faire, non seulement c'est de qualifier le niveau une nouvelle fois, aussi si possible, pourquoi ne pas couvrir d'autres régions. Donc nous comptons vraiment faire plus et nous avons des propositions, mais nous écoutons aussi les partenaires pour qu'ensemble nous choisissions ce qui est mieux pour la communauté ciblée. Les autorités locales ont pour leur part salué l'initiative et demandé l'appui des partenaires pour l'amélioration du système éducatif guinéen. Tout le souhait pour moi aujourd'hui est que cette compétition-là soit nationale. En tout cas, c'est un plaidoyer que nous faisons auprès de tous les partenaires pour accompagner l'éducation. Et si nous savons que c'est la base de tout développement. Vivo Énergie et Arcif, dans leur projet de développement et d'accompagnement de l'éducation, comptent faire de cette compétition un événement national. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe technique et rédactionnelle d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité et bonsoir.